Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter un meurtre sordide. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2021, Karine Teboul et son compagnon Frédéric Ruberto sont assassinés à coups de marteau dans leur appart-hôtel à Allauch dans les Bouches-du-Rhône. Mais qui a bien pu s'en prendre à la belle-sœur de l'influenceuse Magali Berda ? Avec moi, vous entendrez les voix de Julie, Kim, Mélissa, les filles de Karine Teboul, celles de ses frères et sœurs, de Magali Berda, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Nous sommes juste à côté de Marseille, dans la ville d'Allauch, le dimanche 10 octobre 2021. Il est 18h. Julie, 24 ans, rentre du travail. Le téléphone il sonne. C'était ma sœur Kim. Allô Julie, j'ai pas de nouvelles de maman, elle n'est pas rentrée. Et je lui ai dit, Julie, maman, elle nous répond pas de la journée. J'essaye de l'appeler, mais elle me répond pas. Leur mère, c'est Karine Teboul, une maman solo de 46 ans. Et depuis la veille au soir, ses 3 filles, Julie, Kim et la petite dernière, Mélissa, n'ont plus aucune nouvelle. Ma sœur, elle était inquiète, mais je sais pas, je me suis dit ça va, elle a dû décider de déconnecter. Je me suis pas vraiment inquiétée. Si Julie ne s'inquiète pas, c'est parce qu'hier encore, elle a passé l'après-midi avec sa maman. Et elle n'a rien détecté de suspect, bien au contraire. C'est un samedi, je travaillais dans un salon de coiffure. C'était un jour où c'est que ça allait pas dans ma vie. Et ma mère, elle vient au salon, elle me voit que j'étais pas bien. Elle me dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Mais elle est pas belle, la vie. Regarde, tu es jeune, tu as une bonne santé, tu as un travail, tu gagnes ta vie. Allez, profite et tout. Vraiment, la vie, c'est un cadeau. La vie, c'est un cadeau. Karine réconforte sa fille. Pourtant, à ce moment-là, elle n'a pas le moral. Avec son compagnon, Frédéric, il y a de l'orage dans l'air. Je dis, tu vas pas chez Fred ce soir? Elle me dit, non, on est un peu en dispute depuis 2-3 jours et tout. Ce soir, on se retrouve à la maison. Allez, ça va, maman, ce soir. Donc, je repars sourire, tout va bien. Seulement, contre toute attente, Karine et Frédéric vont entre-temps se réconcilier. Le soir, je rentre chez moi, pas de maman. Je l'appelle, allô, maman, chez où? Elle me dit, finalement, je vais aller dormir chez Fred. Ce changement de programme n'est pas du goût de Mélissa. La plus jeune des sœurs va tout faire pour que sa maman renonce à la soirée chez son amoureux. Elle a un mauvais pressentiment. Ce jour-là, j'étais malade. Donc je l'ai en quelque sorte, on va dire, supplié de rentrer parce que je n'étais pas bien. Et je ressentais ce truc au fond de moi qu'il fallait qu'elle rentre. Enfin, je le savais, je voulais qu'elle rentre, simplement. Qu'elle me réponde, je ne rentrerai pas quoi qu'il en soit, on se voit demain. Problème. Le lendemain matin, Karine ne donne plus signe de vie. Le matin, donc, je me réveille, j'ai essayé de l'appeler et tout. J'appelais, et je voyais que ça répondait pas, en fait. Je me suis dit, bon, peut-être qu'elle dort, peut-être qu'elle s'est couchée tard, ils ont fait la fête toute la nuit, et elle dort encore, mais ça m'étonnait fortement. Mais au bout de quelques heures, l'inquiétude fait place à la panique. Alors je l'appelais, elle me répondait pas. Ça tombait directement sur messagerie. Alors ma mère, elle avait toujours de la batterie et jamais elle nous a laissé sans une heure, sans qu'on ait de nouvelles, quoi. On vivait ensemble, on s'appelait 10 fois par jour. Du côté de Frédéric également, c'est le silence radio. J'ai essayé de l'appeler, lui aussi, il répond pas. Donc les deux, ils répondent pas. Donc j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, Julie, va voir à l'appartement de Fred s'il y a sa voiture. Et c'est ainsi que Julie arrive à la résidence, sans se douter une seule seconde de ce qu'elle va y découvrir. J'arrive, je lève la tête, je vois que les volets sont fermés, et je vois la voiture, je trouve ça bizarre.
J'arrive sur le palier, que la porte n'était pas verrouillée. Je pousse la porte. Et là, je les vois allongés les deux par terre, même le sol, avec un drap recouvert. Et je vois plein de sang. Nous allons vous raconter l'histoire de 3 filles brutalement privées de l'amour de leur mère. Je l'aime, elle me manque. On était toujours dans la joie, de la bonne humeur. Elle était tout pour moi, pour nous. Leur tante, l'influenceuse Magali Berda, dénonce un scandale car le suspect de ce double meurtre a été relâché dans la nature. On peut le croiser n'importe quand. Et qu'il pourrait bien ne jamais être jugé. Quelle honte. Est-ce que c'est légal de tuer les gens? Je vais en tuer moi aussi des gens. On va voir si c'est légal. Et moi, tant qu'il n'aura pas payé, ma vie, je la ferai pas. On va tous se battre. Ce combat, on va le gagner. Retour à Allô. Au moment précis où Julie découvre les corps de sa maman et de son beau-père. Je comprends pas, mon cerveau s'est mis en off en fait. Je me dis, qu'est-ce que vous faites par terre? Levez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez par terre? Vous êtes sérieux? Allez, levez-vous. Et là, pas de réponse. Alors là, je commence à m'énerver. Maman. J'enlève la couverture comme ça. Et là, je comprends. Je commence à comprendre qu'ils sont morts. Je crie, maman, je crie, je hurle. Et d'un coup, j'ai l'impression dans tout le corps, j'ai pas pu rester. J'arrivais pas, c'est pas possible. Donc, je suis sortie, je suis restée devant. Et elle m'envoie un texto, ils sont morts. Désemparée, Kim se précipite sur place. J'ai ouvert la porte, j'ai vu une mare de sang et un peu ses cheveux, j'ai vu les pieds de Fred et ma mère et je suis partie en crise. J'ai hurlé, j'ai dit on a tué ma mère. Sous le choc, les 2 jeunes femmes préviennent leurs oncles, Stéphane et Ludovic. D'un coup, le téléphone il sonne et de là, ça hurlait dans le téléphone. Je ne comprenais rien. J'entends des hurlements de douleur, de cris. On a tué maman, viens vite, maman est morte. La célèbre influenceuse Magali Berda est l'épouse de Stéphane. Elle assiste à la scène, totalement impuissante. Je vois mon mari qui me regarde. Il n'arrivait même plus à bouger, je ne savais pas quoi faire. C'est terrible, quoi. Je veux dire. Je comprends pas. Franchement, j'arrive même pas à parler. D'un coup, vous comprenez que votre vie, elle a basculé. Je bloque, je m'effondre. Avec le meurtre de Karine, la famille Teboul vient de perdre son pilier. Excusez-moi. J'étais tellement en fait tétanisée, mon cerveau il n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Je reste dans le déni, seule en fait, dans moi-même, je comprends rien, ce qui se passe en fait. La douleur de la famille va rapidement laisser place à l'incompréhension et à une première hypothèse, celle du féminicide. On n'avait pas encore le temps d'être en deuil, on s'est posé un milliard de questions. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu? On s'est posé la question si c'était pas Fred. Même que lui aussi, le pauvre, il était décédé, mais on s'est dit, c'est peut-être lui, et après, il s'est peut-être tué après. Est-ce que c'est une crise de jalousie? Est-ce qu'ils se sont battus entre eux? J'en sais rien, on ne sait pas. Sauf que la réalité, vous allez le voir, est bien plus complexe. En arrivant sur les lieux du crime, les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille découvrent un véritable carnage.
Quand on arrive dans cet appartement, on a affaire à une scène de crime digne d'un film d'horreur. Il y a du sang partout, au plafond, sur les murs et bien évidemment sur le sol. Même le policier, il s'est mis en maladie quand il a vu ça, parce que c'était vraiment incroyable, quoi. Karine a le crâne fracassé par des coups de marteau. Son corps est lardé de coups de couteau. Et contrairement à la première intuition des proches de Karine, Frédéric ne peut pas être l'auteur d'un tel déferlement de violence. Il est lui-même lardé d'une centaine de coups de couteau. On ne retrouve pas d'armes sur place, donc c'est forcément l'œuvre d'un tiers. Fred aussi a été assassiné dans les mêmes conditions. Donc la thèse du féminicide est écartée d'emblée. Il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce massacre, mais c'est pas entre les parties, c'est pas possible. Vu l'état des deux corps. Mais alors, que s'est-il passé ? D'emblée, les policiers vont exclure l'hypothèse d'un cambriolage qui a mal tourné et s'orienter vers une vengeance personnelle. On leur a pas volé leur effet personnel, pas de carte bleue disparue, pas de bijoux disparus. La porte n'était pas défoncée, donc il y a de fortes chances que Fred ait ouvert sa porte à son meurtrier. Donc ça veut dire qu'il le connaissait a priori. D'après le légiste, le meurtrier se serait présenté à l'appartement de Frédéric entre 2 et 4 heures du matin. Et tout porte à croire qu'il s'en est pris au couple dès qu'il a passé le pas de la porte. Et à la porte d'entrée de l'appartement des victimes, les policiers découvrent un morceau d'os, un morceau de dent, des morceaux de chair, qui est la preuve absolue d'une action criminelle extrêmement violente. Il leur a sauté dessus comme un animal sauvage. Il les a roués de coups de couteau et de coups de marteau. On leur a laissé aucune chance de survie. On peut plus penser à, compte tenu du nombre de coups portés, à une vengeance, enfin quelqu'un qui avait une haine à l'égard d'un des deux ou des deux. Mais pourquoi tant de haine ? Qui peut en vouloir à ce point à ce couple-là ? Pour le comprendre, les policiers marseillais décident d'interroger les 2 filles de Karine. Et cela sans tarder. L'audition a lieu 3 heures seulement après la découverte des corps de leur mère et de son compagnon. Il nous posait des questions comme si c'était nous, en fait. Comme si c'était nous qu'on avait fait ça. Même on se disait pourquoi il nous pose ces questions-là. Vous êtes sérieux là? On n'est pas bien, vous nous faites la misère. Tu crois quoi, que c'est nous qu'on a tué notre mère en fait? C'est quoi ça? Oui, au début je me sens un peu traitée comme une soupçonnée, quoi. On devient fou, on pète les plombs. Julie et Kim ont le sentiment d'être traités sans ménagement. Pourtant, tous ceux qui les connaissent sont formels. Impossible que les 2 jeunes femmes aient pu faire quoi que ce soit contre leur mère, qu'elles adoraient par-dessus tout. C'était une femme magnifique. Elle était toujours souriante. Elle avait la joie de vivre. Mamounette, joyeux anniversaire. Merci. Et elle avait aussi cette douceur de maman. C'est ce qui est normal, les câlins, les bisous, je t'aime. On était toujours dans la joie, de la bonne humeur. Bisous. Comme ça, pour mon anniversaire au moins. On était tous ensemble à chaque fois, quoi. Allez, c'est un bisou, oh là là, à ta mère. Ouais, c'était bien. Joyeux anniversaire. On était derrière ma mère comme un canard avec ses canetons, quoi. C'était vraiment l'image de ma mère que j'ai. C'est la canne avec ses canetons derrière. Même que les canetons, ils ont 30 ans, ils sont toujours derrière comme ça. Il faut dire que pour cette maman poule, la vie est une fête permanente. On adorait chanter. On chantait tout et n'importe quoi, mais que des anciennes chansons. Elle donnait toute son énergie. Toute son énergie, elle était à fond. Elle avait toujours, comme si elle avait un micro.
Elle chantait, n'importe quoi. C'était ma mère, quoi. Je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit. On s'évadait tous ensemble, c'était notre truc à nous. Voilà, on chantait, on dansait. C'était une battante, elle nous a toujours élevés toutes seules, moi et mes sœurs. Elle donnait vraiment, était à 1000% pour les filles. Hein. Elle avait sa force dure pour nous engueuler, pour avoir de l'autorité, etc., pour nous éduquer correctement. Elle faisait le rôle du père et de la mère. Voilà, elle faisait les deux en même temps. Et même si la famille est fusionnelle, lorsque Karine décide de refaire sa vie avec Frédéric, ses filles vont accueillir son compagnon à bras ouverts. C'était notre seul beau-père qu'on a eu d'ailleurs depuis 8 ans qu'elle n'avait pas eu d'homme après mon père. Du coup, on était trop contentes de voir ma mère heureuse, enfin avec Chéri. On la voyait vraiment épanouie. C'était trop mignon. Fred, c'était un gentil garçon. Il aimait ma mère. Je sais qu'il aimait. Un homme aimant qui, d'après sa propre sœur, n'a jamais eu aucun ennemi. Mon frère, c'était quelqu'un de formidable. C'était quelqu'un qui voyait le mal chez personne. Il aimait les gens. Il avait beaucoup d'amis. Frédéric n'a jamais eu de dispute avec qui que ce soit. Il était poli, discret. Voilà, c'était quelqu'un de réservé. Les enquêteurs ont beau chercher, rien dans la vie de Karine et Frédéric n'explique qu'on vienne sauvagement les tuer au beau milieu de la nuit. On n'est pas une famille de voyous, on n'est pas... voilà, ma sœur, elle a toujours fait des choses que clean, plus que clean dans sa vie. Elle n'est pas dans des affaires de drogue. C'est pas des gens qui demandent de l'argent, c'est pas des gens qui jouent, qui empruntent de l'argent à quelqu'un. En fait, en clair, c'est pas des gens à histoire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on les massacre comme ça? Enfin, je veux dire, qui a fait ça? Les proches de Karine Teboul nagent en pleine incompréhension. Mais au sein de la résidence où vivait Frédéric, des voisins pensent déjà tenir le coupable. Retour sur le lieu des crimes. À l'époque, Joseph occupait un appartement dans le même bâtiment. Et il s'est tout de suite forgé une intime conviction. Quand j'ai pris connaissance de ce qui s'était passé, je savais qu'il ne fallait pas aller chercher loin. Moi, je pense à un voisin. Et si Joseph pense que le meurtrier fait partie de la résidence, c'est parce que l'endroit est difficile d'accès. Et lorsqu'un visiteur s'y aventure, il ne passe jamais inaperçu. Pour accéder à la résidence, il y a cette fameuse côte à monter. Elle est assez raide, je l'ai faite quelques fois. Je vous jure que tout le monde vient en voiture. Une fois arrivé au bout de l'impasse, il faut forcément se garer au vu et au su de tous. S'il y aurait eu une voiture, on l'aurait entendue, je l'aurais entendue. Elle se serait garée. Ou elle serait restée au milieu du parking. Mais non seulement j'ai rien vu, mais j'ai rien entendu, mais personne n'a entendu quoi que ce soit. Personne. Pour Joseph, c'est la preuve que le meurtrier habite forcément la résidence. Et avec 2 autres habitants, Marie-Christine et Alain, ils en sont arrivés à soupçonner le même voisin. Un homme de 40 ans, dénommé Alexis. Depuis sa séparation, il vit dans l'appartement situé juste à côté de celui de Frédéric. Je me suis dit, c'est lui. Je suis sûre. Son comportement était bizarre. Il ne me disait pas bonjour à personne et rien. C'était un peu... c'est un ours, hein. Pas un sourire, rien. Froid. Il n'était pas sociable, ça c'est clair. Il fréquentait personne de la résidence. Il vivait cloîtré chez lui, il n'y avait pas de visite ni rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir chez lui.
toujours seul, quoi. C'est toujours sur le balcon, à épier tout le monde, à regarder qu'est-ce qui s'est passé, voilà, quoi. Il observait les voisins, il observait, il regardait tout. Il était toujours sur le balcon. Le jour, Alexis épie chaque fait et geste de ses voisins. Et toute la nuit, il s'adonne à des pratiques, pour le moins étranges. La nuit, il ne dormait pas. Il ne dormait pas. Il était toujours sur sa terrasse. Il faisait brûler de l'encens, on voyait. C'était un peu comme du spiritisme. Et puis, c'était des cris, des chansons un peu comme les Indiens, vous savez, les Indiens, ils chantaient à tue-tête. C'est vrai qu'il avait la terrasse toujours allumée. Ça a interpellé parce que c'est bizarre comme façon de faire, quoi. Ce qui est bizarre également, c'est son comportement au moment de la découverte des corps de Karine et Frédéric. Souvenez-vous, lorsque Kim arrive à la résidence. J'ai ouvert la porte, j'ai vu une mare de sang, j'ai hurlé, j'ai dit on a tué ma mère. En fait, juste après avoir entendu le cri de Kim, le voisin a accouru et il semblait sur la défensive. Il est sorti et il a dit mais j'ai rien fait moi, j'ai rien fait, c'est pas moi. J'ai trouvé ça bizarre quand il est sorti de son palier et qu'il a dit ça. C'était pas un comportement normal. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il n'a pas ce genre d'attitude. À tout le moins, cela interroge. Et ce n'est pas tout. Quelques minutes plus tôt, Alexis, le voisin, avait déjà eu un comportement étrange vis-à-vis de Julie, la fille aînée de Karine. Alexis va tenter de réconforter Julie. Il va essayer de la prendre dans ses bras pour la consoler. Et puis, c'est tout. Il va rentrer chez lui et il va fermer la porte, prétextant que non, il veut surtout pas voir ce massacre, que c'était quelqu'un de sensible. Et il était blanc. Il était livide. Je veux pas voir ça. Lui, son comportement, il était bizarre. Du début à la fin, il était bizarre, son comportement. Et je me dis, pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Un voisin qui épie les moindres faits et gestes des habitants de sa résidence, qui se justifie auprès des victimes, puis qui disparaît d'un coup. Mais il y a encore plus troublant. Pendant toute la journée qui sépare les meurtres de la découverte des corps, Alexis n'aurait pas vu les traces de sang qui, souvenez-vous, étaient devant la porte de l'appartement de Frédéric. Et ce, alors qu'il vit juste à côté. Il y avait l'appartement de Fred et en recoin, au bout de la coursive, il y avait l'appartement d'Alexis. Voilà, parce qu'en fait, il était sur un palier qui était isolé, tout au bout d'un couloir. C'était vraiment un palier isolé avec deux portes. Le seul qui passait devant l'appartement de Fred, il n'y en avait qu'un seul, c'est son voisin. C'était le seul. Il y avait du sang par terre, dans la coursive, il y en avait de partout. Alors, comment se fait-il qu'Alexis n'ait rien signalé? Placé en garde à vue, l'homme est sommé de s'expliquer. Mais vous allez voir qu'en audition, son attitude ne va pas plaider en sa faveur. Trois jours après la découverte des corps de Karine et Frédéric, les policiers pensent tenir le coupable. Seulement, le suspect ne se laisse pas impressionner. Il est dans une toute-puissance, il veut pas communiquer les codes de son téléphone portable, il veut pas communiquer les codes de son ordinateur, il collabore en rien avec les enquêteurs. Il est tout de suite sur la défensive et il va tout de suite dire « Ah, j'ai pas bougé de chez moi, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, en gros, circuler, il y a rien à voir. » Mais en niant toute implication dans les meurtres de Karine et Frédéric, l'homme a commis un faux pas.
Et lui, il dit qu'il n'a pas bougé de chez lui dans la nuit du samedi au dimanche. Et il affirme ne pas être sorti. Seulement voilà, les enquêteurs disposent d'un témoignage qui permet de penser qu'Alexis ment et que le soir du crime, il n'était en fait pas chez lui. Voici ce que raconte Alain, l'un de ses voisins. J'étais sorti en discothèque ce soir-là, et quand je suis rentré à 4h du matin, j'ai constaté comme quoi il avait passé son scooter, quoi. Et puis il y avait la terrasse toujours allumée. Mais ce soir-là, il n'était pas allumé, quoi. Il n'y avait pas de lumière, ni rien. Il n'était pas là. Et c'est pour ça que ça m'a choqué, quoi. Surtout la nuit. Je ne l'ai jamais vu sortir la nuit. Voilà, lui, il ne sortait jamais la nuit. C'est pour ça que ça m'a interpellé, quoi. Évidemment, les policiers ne vont pas se contenter de ces affirmations, ils vont vérifier des choses, notamment la téléphonie. Et là, ils s'aperçoivent, en faisant son téléphone, ils s'aperçoivent qu'il a bougé, que son téléphone portable a bougé vers 3h30 du matin. Et ils vont bien évidemment vérifier les caméras de vidéosurveillance. Et là, ils vont s'apercevoir qu'il va prendre son scooter pour se rendre à Marseille. Et voici le trajet que les caméras de vidéosurveillance ont permis de reconstituer. À 3h25, Alexis quitte sa résidence d'Allo. 48 minutes plus tard, il arrive au Goudes, à Marseille. Un quartier à flanc de colline, situé en bord de mer. Il se gare et n'y reste que 16 minutes avant de rentrer chez lui. Lorsqu'Alexis revient à son appartement, il est presque 5h30 du matin. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Karine Teboul. Dans la seconde partie, vous allez voir qu'un élément va permettre aux enquêteurs d'identifier le suspect. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Karine Teboul, vous allez voir qu'un élément va permettre aux enquêteurs d'identifier le suspect. Avec moi, vous entendrez les voix de Julie, Kim, Mélissa, les filles de Karine Teboul, celles de ses frères et sœurs, de Magali Berda, des avocats et des journalistes ayant travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Et donc à un moment donné, les policiers lui montrent les images vidéo en disant « Là, c'est votre scooter, c'est vous ». Et là, il finit quand même par en convenir, en disant « Oui, effectivement, je m'en rappelais plus, mais oui, je suis sorti pour m'apaiser ». Mais s'apaiser de quoi? Tout ceci reste quand même très étrange. Qu'est-ce qu'il est parti faire au Goudes entre 3h et 5h du matin? Entre 3h et 5h du matin, souvenez-vous, c'est juste après l'heure estimée des crimes. On peut supposer qu'il est allé au Goudes pour se débarrasser de l'arme du crime et accessoirement des vêtements qu'il portait, qu'il aurait tachés de sang, parce que vu la violence des coups donnés, il devait être maculé de sang. Cette hypothèse, les enquêteurs vont s'empresser de la vérifier. Et les analyses laissent peu de place au doute. Les policiers, bien sûr, vont expertiser le scooter qu'il a utilisé pour aller au Goudes. Et là, ils vont retrouver du sang des deux victimes. À la fois du sang de Karine, mais également du sang de Fred. Et puis, ils vont passer le Blue Star à son domicile. Et en passant le Blue Star à son domicile, ils vont retrouver encore des taches de sang sur l'évier dans la cuisine. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est plié pour lui, hein, sur un plan scientifique en tout cas. Pourtant, en garde à vue, l'homme reste étonnamment imperturbable. Malgré toutes ces preuves accumulées, malgré l'évidence, il continue à nier les faits. Il n'a rien à voir avec ce crime sordide. Mais on n'a même pas besoin de ses aveux. C'est mieux quand on a des aveux, tous les enquêteurs vous le diront. On le sait, mais on n'a pas besoin de ses aveux. En l'occurrence, dans ce dossier, au niveau des preuves, c'est carré. Le 13 octobre 2021, Alexis est placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre. Lorsque la famille de Karine apprend son identité, c'est la stupeur.
Et pour cause. C'est ce voisin qui a pris dans les bras Julie. Elle s'est jetée sur lui. Il l'a serré dans les bras. C'est un monstre. Voilà, donc il fait genre, c'est pas moi. Oh là là, quelle scène d'horreur. Oh, qui a pu faire ça? Et en fait, c'est lui. C'est morbide, c'est méchant. Enfin, c'est horrible, quoi. On est dans la perversité la plus totale. Pour les proches de Karine Teboul, Alexis serait un grand manipulateur qui nie toute responsabilité sans jamais expliquer ses crimes. Seule consolation, le voilà désormais sous les verrous. Mais vous allez le voir, pour pas très longtemps. Nous sommes le 17 avril 2024. 2 ans et demi après l'incarcération d'Alexis, Stéphane Teboul reçoit un appel qu'il n'oubliera jamais. Je me rappelle comme si c'était hier. Mon avocat il me dit on est cuit. Je dis mais pourquoi? Il me dit parce que on va le remettre en liberté. J'ai dit pardon. Je vois mon mari qui devient blanc et je lui dis mais comment c'est possible? Je comprends pas. Il va pas sortir. Bah si. Il va sortir aujourd'hui. Informés de cet incroyable revirement de situation, les 3 filles de Karine Teboul sont dévastées. J'ai pas les mots. C'était inimaginable en fait. Il est dehors. Là, on ressent de la haine, de la rage, une colère noire. On a le démon, franchement, on a envie de tout casser. On a la haine, on rumine, on n'arrive plus à dormir. Pour les proches des 2 victimes, la situation est inacceptable, mais pourtant tout à fait légale. Pour le comprendre, il faut remonter le temps et revenir au moment où Alexis a été incarcéré. Ça se passe mal, l'incarcération d'Alexis, parce qu'il a été très régulièrement menacé, frappé, agressé. Il va écrire au juge pour dire qu'il vit très mal sa détention, qu'il se sent pas très bien, qu'il a des problèmes psychologiques. Enfin, bref, il va mal. En janvier 2023, la juge d'instruction en charge du dossier accède à sa demande et le place dans une unité psychiatrique rattachée à la prison. Et lorsqu'un détenu est hospitalisé en psychiatrie, il lui faut un tuteur de curatelle. Quand on place une personne sous curatelle, on estime qu'elle n'a pas toute sa tête pour prendre les décisions importantes, à savoir si elle veut signer des papiers administratifs. Cette personne doit l'accompagner. Sauf qu'à l'occasion d'une simple demande de remise en liberté surveillée, la justice va commettre une terrible méprise. Il y a un truc incroyable qui va se passer. Le juge oublie de convoquer sa curatrice, ce qui constitue un vice de procédure. Et donc, les avocats ont fait en sorte d'annuler la détention provisoire d'Alexis, ce qui fait qu'il se retrouve libre. Un raté inexcusable pour les proches de Karine Teboul, comme pour la sœur de Frédéric. C'est complètement ahurissant de se dire que par rapport à un problème administratif, en quelque sorte, il va être libéré. On le vit très mal. Il est libre, il habite chez sa mère, donc il est complètement libre. Il a une obligation d'aller se rendre, je crois, 3 fois par semaine à la police. Mis à part ça, il n'a pas de bracelet électronique, il n'a rien. Il n'y a personne qui le surveille. Et il est dehors, à Marseille, et on peut le croiser n'importe quand. On peut le croiser au match. On peut le croiser en allant faire les courses. Personne ne se soucie de notre sécurité. Il habite à 5 km de chez nous, c'est aberrant, quoi. Enfin, on parle de quoi?
On parle de quelqu'un qui, sur ce dysfonctionnement, est remis en liberté. Mais alors, c'est même pas les victimes auxquelles on manque de considération, là. C'est carrément la société tout entière à qui on fait prendre le risque d'une récidive. Donc c'est de la folie. C'est de la folie judiciaire. La folie, Maître Gay ne croit pas si bien dire. Voilà justement ce qu'Alexis va invoquer auprès de la justice. Il va demander au juge d'instruction à être entendu. Et donc il se présente chez son juge d'instruction alors que rien ne l'obligeait à le faire. Et là, il va avouer. En disant, voilà, jusqu'à présent, je m'en souvenais pas, maintenant, je m'en souviens. Il va dire qu'il était possédé, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Puis il va dire, c'est des voix qui lui ont dicté de commettre cet abominable crime. C'est pas lui, mais c'est lui un peu quand même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est une espèce de flou artistique auquel on comprend rigoureusement rien. Il n'empêche, ces aveux tardifs du suspect vont avoir un impact considérable sur l'enquête. Et la juge, elle nous convoque pour nous dire quoi? Elle nous dit, je suis désolé, mais à partir du moment où il a avoué ses crimes, je ne peux plus. Du coup, l'enquête ne peut plus être clôturée, puisque ça relance tout. La juge va estimer que suite à ces aveux, il est nécessaire de refaire une nouvelle expertise médicale pour évaluer sa conscience au moment des faits, c'est-à-dire 3 ans plus tôt. Et là, novembre 2024, on reçoit le rapport d'expertise qui nous dit il y a abolition du discernement. Et l'abolition de son discernement, ça veut dire que là, il est complètement en dehors des clous. Et comme en France, on ne juge pas les fous, on considère que si son discernement est aboli, on ne peut pas le juger. Et du coup, on risque de ne pas avoir de procès. Pas de procès? Cette éventualité choque les proches de Karine Teboul et de son compagnon Frédéric. Car la toute première expertise psychiatrique réalisée peu de temps après les faits n'avait pas relevé d'abolition du discernement chez Alexis. Dans la première expertise, il n'y avait pas d'abolition du discernement du tout. Et on décrivait même la personne comme dangereuse. Donc là, on a une nouvelle expertise qui dit l'inverse. Que c'est de la folie. Pour moi, c'est de suite après les faits que ça pourrait être analysé, pas 3 ans plus tard, en lui laissant l'opportunité de réfléchir à ce qu'il allait répondre, à jouer la carte de la folie. On peut tous dire que on n'était pas dans notre corps, qu'on l'a vu de l'extérieur, qu'on n'était pas conscient. Alors, Alexis aurait-il tué ses voisins dans un accès de démence? Ou essaie-t-il d'échapper à ses responsabilités? Vous allez voir que dans ce dossier ô combien complexe, certains éléments pourraient laisser planer le doute. Jusqu'à présent, la police n'a trouvé aucun mobile pour expliquer les meurtres de Frédéric et Karine Teboul. Ce qui crédibilise forcément l'hypothèse d'un coup de folie. Alexis, lui, il dit qu'il connaissait comme ça vaguement Fred, mais qu'il n'avait pas de relation particulière avec lui et que par conséquent, il n'avait aucune raison de lui en vouloir. Seulement, selon Joseph, qui a longtemps été le voisin de Frédéric et d'Alexis, ceci ne serait pas tout à fait vrai. Il fréquentait Fred, parce que je les ai vus plusieurs fois, accolés sur la terrasse, enfin, comme ils avaient une terrasse mitoyenne, séparée par des vitres, ils se mettaient tous les deux à côté et ça discutait. Et d'après les proches de Frédéric, les 2 hommes commençaient à bien se connaître. Mon frère m'a dit que c'était une personne qui avait perdu son travail, qui avait perdu la garde de ses filles, qui était divorcée, qui avait plein de soucis et ça le touchait, je sentais que ça le touchait. Il me disait qu'il était gentil en plus, qu'il était sympa, je crois qu'il avait même fait des parties de cartes ensemble. Voilà, il est rigolo ce voisin, il disait. Ils s'entendaient bien, Mais après s'être attaché à lui, Frédéric aurait fini par prendre ses distances.
Ce voisin était très omniprésent. Il est resté sur son balcon près de la séparation. Il faisait en sorte d'être là en permanence et d'écouter tout ce qui se passait sur l'appartement d'à côté. Et mon frère, il en avait marre, ouais. Il étouffait, je pense, par sa présence. De ce qu'on a su par les voisins, ils les auraient entendus se disputer sur le palier et mon frère lui dire qu'il ne voulait plus entendre parler de lui. Et ce qui aurait mis le feu aux poudres seraient en fait les regards insistants d'Alexis vis-à-vis de Karine. Des regards qui mettaient Frédéric très mal à l'aise. Je sais qu'il disait à ma mère de faire attention, de ne pas se mettre des jupes ou quoi, parce qu'il regardait ma mère avec la bave, quoi. Il la trouvait trop belle, apparemment. Lui, il supportait mal sa séparation avec sa femme. Et puis, à côté, il avait Frédéric qui entretenait une belle relation amoureuse avec Karine. Peut-être qu'il était jaloux, qu'il voulait ma mère pour lui, ouais. Il la trouvait trop belle, ma mère, c'était une belle femme. Hein. Est-ce qu'il a passé ses nerfs de toute son histoire de couple sur ma belle-sœur et Fred parce qu'il vivait une belle histoire d'amour et qu'il a voulu se venger sur eux? Impossible d'affirmer avec certitude qu'Alexis se serait acharné sur Karine et Frédéric par jalousie et convoitise. En revanche, une chose interroge. Si l'homme a été pris d'un coup de folie au moment de les tuer, comment aurait-il eu ensuite la présence d'esprit de brouiller les pistes? Quand il va reconnaître les faits, il a dit que s'il s'était rendu au Goude, c'était pour se débarrasser des vêtements, se débarrasser des couteaux, des outils qui lui ont servi à commettre ce double homicide. Donc comment on peut avoir l'intelligence en pleine nuit, prendre son scooter, prendre les armes, aller au Goude et dire après, au final, moi, je suis fou. Je suis fou. J'arrive pas à concevoir. Quelqu'un qui est fou pour moi, quelqu'un qui est fou, il pense pas à tous ces détails. Une abolition, c'est vous ne savez plus ce que vous faites et donc vous n'avez aucun souvenir puisque vous n'aviez aucun discernement pendant un très long moment. Et donc, ça ne peut pas correspondre avec quelqu'un qui sait qu'il a utilisé une arme, que c'est l'arme du crime et qui va aller la jeter au Goude, par exemple. Et ça, moi, j'arrive pas à comprendre que les experts puissent dire autre chose par rapport à ça. Fort de cette conviction, les proches de Frédéric et Karine demandent fin février 2025 une contre-expertise psychiatrique. En attendant les résultats, il remue ciel et terre pour que justice soit faite. Un combat qui, contre toute attente, va les faire passer du rang de victimes à celui d'accusés. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 15 ans et ma mère s'est fait assassiner sauvagement quand j'avais 12 ans. Écoutez bien cette vidéo. Mélissa l'a publiée sur les réseaux sociaux une semaine après le placement en liberté surveillée d'Alexis. Je m'adresse aux gens, sachez qu'il y a un homme dangereux en liberté. Un cri du cœur de Mélissa qui a été vu par plus de 5 millions de personnes. Moi, quand j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour faire bouger les choses. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les proches de Karine Teboul créent aussi un groupe baptisé Justice pour Karine. Et on voit des gens qui sont de notre côté, ils nous comprennent, quoi, ils nous soutiennent, voilà. Ça fait du bien. Petit à petit, on met des photos de lui, on dit « Faites attention à vous ». Voilà, on avertit la population. Si les filles de Karine Teboul s'y sentent autorisées, c'est parce qu'elles considèrent que l'identité d'Alexis n'était pas confidentielle. Son prénom ainsi que l'initiale de son nom de famille avaient été divulgués dans plusieurs articles de presse locale. Le tueur était déjà sur les réseaux sociaux, son profil était public. Donc dans les journaux, on aurait pu retrouver son nom et les gens auraient pu aller voir sa photo. Nous, on a juste affiché sa tête, mais on n'a pas dit il habite là, ou la juge qui s'occupe de ce dossier, c'est celle-là. Enfin, vraiment, nous, on a juste dit faites attention à vous, on n'a pas donné d'infos. Pourtant, le meurtrier présumé de leur mère va se servir de cette dénonciation pour poursuivre en justice les proches de Karine
la victime. Un matin, ça me sonne à la porte. Bonjour, huissier de justice, avec une assignation chez le juge. Moi, ma sœur et mes 2 oncles. Pour ce groupe et ces photos où c'est qu'il nous reproche de l'avoir mis en danger. Il demande de l'argent. Il n'est pas question qu'on donne un seul centime à la personne qui a tué ma mère et mon beau-père et qui est dehors et qui essaye de retourner la situation. Il essaye de trouver tous les vices possibles dans les lois pour nous contrer au lieu de regretter d'avoir un petit peu de peine pour la famille. Non. Lui, il nous fait encore plus de mal. La convocation a lieu au tribunal de Marseille le 7 mars 2025. Une audience sous haute tension. À la sortie, les filles de la victime sont à bout de nerfs. Quelle honte. Est-ce que c'est légal de tuer les gens? Je l'ai tué moi aussi des gens. On va voir si c'est légal. Craque, c'est normal, parce qu'elle réagit à chaud. C'est normal qu'elle réagisse à chaud, on va pas lui reprocher en plus, non? Voilà. Ils sont en colère contre l'administration judiciaire. Je suis vidée, je suis fatiguée, encore plus très énervée que avant de rentrer. Voilà, c'est aberrant. On est un peu à bout de force et d'énergie. Moi, je suis lessivée, j'ai rien à ajouter. Au final, la justice a seulement condamné les proches de Karine à retirer la photo d'Alexis qu'ils avaient publiée sur les réseaux sociaux. Ils n'auront pas à lui verser le moindre centime. Mais le simple fait d'avoir été du côté des accusés les a profondément traumatisés. C'est lui qui tue, mais il est tellement bien aiguillé et procédurier qu'il arrive à tourner la sauce à son avantage. Et on se sent complètement abandonné, en fait. On se sent oublié, piétiné. C'est symbolique. Se retrouver sur le banc des prévenus, en face du meurtrier, de leur maman et de leur sœur, parce qu'ils ont publié une photo, alors que lui, finalement, n'est pas sur le banc des accusés, n'y sera peut-être jamais. C'est une histoire sans fin. Ça s'arrête pas. C'est-à-dire c'est un cauchemar, quoi. C'est un cauchemar qui se poursuit. C'est pas un processus judiciaire, c'est un cauchemar judiciaire. Début mai 2025, la dernière contre-expertise psychiatrique a de nouveau retenu l'abolition du discernement. Si la chambre de l'instruction reconnaît l'irresponsabilité d'Alexis, les proches de Frédéric et Karine sont bien décidés à faire appel. On vit, on est à cran. On est à cran tout le temps, on doit aller travailler, mais on n'arrive plus à travailler parce qu'on pense tout le temps, on dort plus la nuit, on se réveille, on fait des cauchemars, on s'endort en pensant à son visage. Il me hante. Je pense toute la journée à lui. Quand je me lave le matin, je prends ma douche, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Je mange, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Je suis jamais bien. C'est un épuisement permanent tous les jours. Tu peux pas vivre en fait, tu peux pas vivre. Et moi, tant qu'il aura pas payé, ma vie je la ferai pas. Contacté, l'avocat d'Alexis n'a pas souhaité nous répondre. En l'absence de jugement, l'homme reste présumé innocent. Voici une vidéo qui a été tournée en 2016. De l'accueillir comme il se doit pour sa bat mitzvah ce soir. À l'époque, Kim avait 13 ans et elle fêtait son passage religieux de l'enfance à l'âge adulte. Un moment de joie immense pour elle et toute sa famille. Des images d'insouciance, de légèreté, mais aussi de tendresse. On se bat pour elle. On vit pour elle. Et on pense à elle. Je pense à elle tout le temps, jour et nuit. C'est ma raison de vivre.
aujourd'hui, Kim, Mélissa et Julie s'accrochent aux souvenirs de leur maman pour continuer à avancer comme elles le peuvent. Je garde son sourire. Son sourire et j'essaie de repenser à ce jour-là, qu'elle me disait « Maman, la vie elle est belle et tout profite ». Ma mère elle me disait « Ma fille, je t'aime de tout mon cœur, tout mon amour ». Voilà, il n'y a rien qui nous sépare, même après la mort, il y a l'amour. Et voilà, j'en retiens ça et elle est dans mon cœur et partout où je vais, elle est avec moi. Voilà. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Karine Teboul. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Le vent soufflait à travers les couloirs vides de la vieille gare, sifflant comme un présage que quelque chose de terrible venait de se produire. Une silhouette fragile, un sac à dos encore plein de livres, avait disparu sans laisser de traces, laissant derrière elle un vide que même les murs décrépits semblaient ressentir. Ce 14 septembre 2001, Marie, une étudiante en histoire de 20 ans, ne rentra jamais chez elle. Sa chambre restait intacte, ses affaires soigneusement rangées, comme si elle s'était simplement évaporée dans l'air nocturne. Les enquêteurs qui arrivèrent sur place ressentirent immédiatement l'ombre d'une angoisse plus profonde, quelque chose que ni les témoins ni les premiers indices ne pouvaient expliquer. La disparition d'un jeune être humain est toujours un rappel brutal de la fragilité de la vie. Mais quand les circonstances sont aussi silencieuses et mystérieuses, elles deviennent une énigme obsédante. Les premiers jours furent un mélange de confusion et de panique. Les amis de Marie, bouleversés, décrivèrent son caractère joyeux, sa curiosité insatiable et sa routine parfaitement prévisible. Rien dans son comportement n'indiquait qu'elle aurait pu disparaître volontairement. La police interrogea le petit cercle familial, les camarades de classe, les voisins. Tous peinaient à comprendre comment une jeune femme si prudente pouvait se retrouver perdue sans laisser de traces. Les enquêtes classiques, les appels aux amis, la surveillance des lieux fréquentés habituellement par Marie ne révélèrent rien. C'était comme si la ville elle-même avait avalé cette étudiante, laissant derrière elle un silence oppressant et une série de questions sans réponse. C'est dans ce contexte que l'idée d'explorer les archives oubliées de la ville émergea. La vieille gare, abandonnée depuis des années, avait été considérée par la municipalité comme un vestige du passé. Pourtant, certaines caméras de sécurité laissées pour la forme continuaient de filmer, oubliées par tous. Une analyste visionna des heures de séquences poussiéreuses, à la recherche du moindre mouvement anormal, et c'est là que l'impensable fut découvert. Une silhouette correspondant parfaitement à Marie apparaissait brièvement sur l'écran, se déplaçant vers une section de la gare où personne n'aurait pensé à regarder. L'image était floue, tremblante, mais suffisamment nette pour allumer une lueur d'espoir et de terreur simultanément. Les détails de cette vidéo, bien que fragmentaires, révélèrent une vérité troublante. Marie n'avait pas été simplement perdue ou effacée par hasard. Les caméras montraient un homme qui semblait l'observer, se fondant dans l'ombre des colonnes de fer rouillées. Chaque mouvement de Marie était enregistré, suivi, analysé à distance par un regard invisible. Le suspense se transforma en une tension insupportable, chaque image ajoutant une couche de mystère et d'angoisse. Les enquêteurs, jusqu'alors habitués aux disparitions classiques, comprirent que cette affaire dépassait les frontières du rationnel. Ici, l'ombre d'une intention malveillante se dessinait clairement, et la vidéo, qui semblait être un enregistrement accidentel, devenait le fil fragile qui pourrait guider la vérité. Les premières analyses techniques furent minutieuses. Chaque image fut décortiquée. Chaque mouvement passait au ralenti pour identifier les détails cachés. La lumière déclinante de cette gare, les recoins sombres où l'homme semblait se cacher, tout devint une pièce du puzzle. Les policiers retrouvèrent sur le sol quelques objets éparpillés, des indices minuscules mais révélateurs. Un bouton de manteau, un morceau de papier, des traces de pas presque invisibles. L'ensemble des éléments formait une mosaïque d'indices, et c'était dans cette mosaïque que la solution commençait à émerger, fragile mais tangible. L'analyse psychologique du suspect potentiel prit une place centrale. Les experts se penchèrent sur la silhouette, sa démarche, la façon dont il observait Marie sans jamais intervenir directement sur les premières images. Tout indiquait un individu méthodique, peut-être préparé à l'avance, quelqu'un qui connaissait parfaitement la gare et ses recoins oubliés. Le profil qui se dessinait était celui d'un prédateur patient, calculateur, conscient de chaque geste, capable de disparaître dans l'obscurité
comme s'il n'avait jamais existé. Dans les semaines qui suivirent, la ville elle-même sembla se transformer sous le poids de cette affaire. Les habitants parlaient à voix basse, les rues devenaient plus silencieuses, et l'idée qu'un prédateur invisible pouvait se cacher à portée de main alimentait une paranoïa sourde. Les enquêteurs travaillaient jour et nuit, croisant les indices de la caméra avec les témoignages, les habitudes de Marie et l'architecture oubliée de la gare. Chaque découverte nouvelle ouvrait la porte à d'autres questions, renforçant le sentiment que cette affaire n'était pas simplement une disparition, mais un labyrinthe d'ombres et de vérités cachées. C'est dans ce contexte que l'affaire prit un tournant inattendu. Une citoyenne, en triant de vieilles vidéos domestiques pour un projet scolaire, tomba sur un enregistrement qui, sans qu'elle le sache, avait capturé une interaction clé. Un détail infime, presque imperceptible, montrait l'homme qui suivait Marie déposer un objet dans un coin obscur de la gare avant de disparaître à nouveau dans les ténèbres. L'élément, apparemment anodin, devint une pièce maîtresse. L'équipe d'enquête comprit alors que l'ombre qui avait hanté la vidéo initiale n'était pas seulement une silhouette fugitive, mais un lien tangible vers la vérité. La découverte de ce petit objet dans l'ombre de la gare changea tout. Ce n'était pas grand-chose, une clé rouillée abandonnée dans un coin reculé, presque invisible pour l'œil non averti. Mais pour les enquêteurs, chaque détail avait sa signification. La clé était un signe, une trace laissée par quelqu'un qui connaissait parfaitement le terrain, qui jouait un jeu silencieux et cruel avec ceux qui cherchaient à comprendre. Les analystes commencèrent à reconstituer le parcours de Marie à travers les images, essayant de comprendre pourquoi elle avait pris tel couloir, pourquoi elle s'était arrêtée ici ou là. Tout devenait un indice dans un puzzle presque invisible où le hasard et la prévoyance semblaient s'entremêler. Les jours suivants, les équipes d'investigation parcoururent la gare dans ses moindres recoins. Chaque porte verrouillée, chaque cage d'escalier, chaque recoin poussiéreux fut examiné avec une minutie presque obsessionnelle. La vieille gare, abandonnée depuis des années, révélait ses secrets à ceux qui avaient la patience de les chercher. Et au fur et à mesure que les enquêteurs découvraient des traces d'empreintes anciennes et des marques imperceptibles sur le sol, l'image de ce qui s'était passé cette nuit-là commençait lentement à se former. Il y avait quelque chose de méthodique dans la manière dont Marie avait été suivie, quelque chose qui dépassait la simple coïncidence. Les psychologues criminels furent appelés pour analyser les images et reconstituer le profil du suspect. Leur lecture était glaçante. Un homme méticuleux, patient, capable d'attendre dans l'ombre, de manipuler les mouvements de sa victime et de disparaître aussitôt après. Il connaissait parfaitement l'espace, anticipait chaque geste de Marie et chaque seconde de la vidéo semblait montrer cette maîtrise silencieuse. La tension montait, non seulement dans l'équipe d'enquête, mais dans la ville elle-même, qui commençait à comprendre qu'un prédateur inconnu pouvait se cacher parmi eux, à portée de main, invisible, mais terriblement présent. Puis vint la première percée majeure. Une caméra située dans un couloir secondaire, longtemps considérée comme inutile et oubliée, avait filmé un mouvement étrange. L'homme déposait un sac derrière un vieux banc en bois. L'objet disparut derrière les ombres, mais les enquêteurs purent identifier certains détails à travers la vidéo floue. Des lettres, un morceau de vêtement, un carnet. Tout était fragmentaire, mais ces fragments formaient un fil, un chemin menant à la vérité. Chaque image fut scrutée, chaque mouvement analysé, chaque détail pris en compte. La ville entière semblait retenir son souffle, comme si elle savait que la réponse se trouvait quelque part dans ce labyrinthe de pierre et d'acier. Les jours se transformèrent en semaines. Les enquêteurs revinrent sur les lieux encore et encore, comparant les empreintes, les angles des caméras, les témoignages des passants. Les amis de Marie furent interrogés à nouveau, mais cette fois sous un angle plus psychologique, cherchant à comprendre ses habitudes et ses routines, à identifier des anomalies subtiles qui pourraient révéler l'endroit où elle avait été conduite. Chaque détail, même le plus insignifiant, était désormais capital. Une expression sur le visage d'un témoin, un bruit entendu à l'aube, une ombre sur le mur devinrent des pièces cruciales du puzzle. C'est alors qu'un élément inattendu fit son apparition. Une vieille dame, habitante du quartier depuis des décennies, se souvenait d'avoir aperçu, quelques jours avant la disparition, une silhouette étrange rôdant près de l'entrée arrière de la gare. Elle décrivit un homme grand, vêtu de sombre, qui semblait observer les allées et venues avec une attention inhabituelle. Son témoignage fut recoupé avec les images de la caméra. La posture, la démarche, la manière dont il se tenait à l'ombre correspondaient parfaitement.
Pour la première fois, le visage du prédateur prit forme, et avec lui, la peur et la certitude que Marie n'avait pas disparu par hasard. L'équipe d'enquête commença alors à chercher des connexions dans le passé. Les archives de la ville furent fouillées, les dossiers de disparitions antérieures consultés, et une série de coïncidences inquiétantes apparut. Plusieurs incidents non résolus, des vols mineurs, des intrusions dans des bâtiments abandonnés, tout semblait pointer vers un schéma récurrent. L'homme qui avait suivi Marie n'était pas un étranger au quartier. Il connaissait ses recoins, ses secrets, et avait peut-être observé ses victimes précédentes avec la même méthode froide et calculée. L'obsession pour le détail transforma la gare en un théâtre de reconstitution. Chaque pas de Marie fut reconstitué, chaque angle de caméra revu, chaque objet déplacé simulé. Les enquêteurs travaillaient comme des archéologues du crime, cherchant à comprendre le moindre geste, à anticiper la moindre intention. L'ombre du suspect planait sur chaque séquence, et l'analyse devint une course contre le temps et contre l'invisible. Il fallait agir avant que la ville n'oublie, avant que les indices ne s'étiolent dans l'oubli des années passées. Puis vint l'instant décisif. En comparant les images de la caméra oubliée avec celles d'un enregistrement domestique trouvé par hasard dans une cassette ancienne, les enquêteurs découvrirent un détail qui changea tout. Le sac déposé par l'homme contenait un carnet que Marie avait pris pour son cours d'histoire. Les pages étaient froissées, certaines notes gribouillées à la hâte, et un indice crucial y était inscrit presque involontairement. Un nom, un lieu, un chemin précis dans la gare, que seule une personne familière des lieux pourrait connaître. La clé, le carnet, les ombres et la patience du prédateur se rejoignaient dans une logique implacable. Avec cette nouvelle preuve, l'équipe put identifier un suspect précis. Les investigations se concentrèrent sur les personnes ayant accès à la gare, celles qui avaient été signalées dans le passé pour des comportements inhabituels et qui correspondaient au profil psychologique établi. Chaque déplacement, chaque contact avec la gare fut analysé, chaque relation sociale examinée. La tension atteignit son paroxysme lorsque les enquêteurs comprirent que le suspect avait peut-être été sous leurs yeux tout le temps, un fantôme parmi les vivants, observant et attendant le moment pour agir. La ville tout entière retenait son souffle. L'histoire de Marie, de son sac à dos, de ses pas hésitants dans la gare et de l'homme dans l'ombre, devint une légende urbaine qui effaçait les frontières entre le réel et l'imaginaire. La peur, le mystère et l'espoir se mêlaient dans chaque recoin, et chaque citoyen sentait que le fil fragile de la vérité était désormais à portée de main. La caméra oubliée avait accidentellement capturé non seulement les mouvements de Marie, mais également les prémices de la révélation, la lumière fragile qui dissiperait un jour l'ombre pesante qui planait depuis trop longtemps sur la ville. L'identification du suspect marqua le début d'une nouvelle phase de l'enquête, une phase où chaque pas, chaque souffle devenait crucial. Les policiers savaient désormais qu'ils ne traquaient pas une silhouette anonyme, mais un être qui connaissait leur méthode presque autant qu'eux-mêmes. Les premières tentatives de confrontation échouèrent. L'homme semblait toujours un pas en avance, disparaissant comme une ombre dans les recoins de la ville, laissant derrière lui des indices fragmentaires mais volontairement laissés, comme s'il jouait avec ceux qui cherchaient la vérité. La tension montait, et chaque soir, les enquêteurs repensaient aux images de la caméra oubliée, chaque séquence devenant un fil fragile, auquel ils s'accrochaient pour ne pas se perdre dans l'angoisse. L'examen du carnet retrouvé dans le sac de Marie révéla un détail inattendu. Un code, presque invisible, écrit au crayon, à peine appuyé sur la page. Les spécialistes en linguistique et cryptographie furent appelés pour déchiffrer ce message. Il s'agissait d'une série de lettres et de chiffres qui semblaient incohérentes à première vue, mais qui, une fois réorganisées, fournissaient des coordonnées précises et un chemin à travers les tunnels souterrains oubliés de la gare. C'était une carte presque invisible, laissée intentionnellement pour guider ou défier ceux qui oseraient chercher Marie. Le malaise des enquêteurs grandissait. Ce n'était plus seulement une disparition, c'était un labyrinthe psychologique élaboré par un individu obsédé par le contrôle et la manipulation. Chaque jour, l'équipe revisitait la gare, étudiant les angles de lumière, les recoins oubliés, les passages étroits que l'homme avait peut-être utilisés. Les heures passées à observer les images au ralenti révélaient des détails que l'œil nu n'aurait jamais pu percevoir. La façon dont il déplaçait son poids, la manière subtile dont il disparaissait derrière un pilier, la précision avec laquelle il manipulait les objets dans l'obscurité. Tout concourait à dresser le portrait d'un prédateur méthodique, conscient de chaque pas de sa victime,
et capable d'anticiper toute réaction des enquêteurs. Les analyses psychologiques devinrent un outil crucial. Les experts étudièrent la personnalité probable de l'homme, introverti, intelligent, méthodique, capable de patience extrême, mais avec des traits obsessionnels et un besoin de domination. Le profil correspondait à des criminels historiques connus pour leur capacité à manipuler et contrôler leur environnement. Les archives de cas célèbres furent passées au crible. Certains détails rappelaient l'affaire d'un prédateur des années 1980, un homme qui avait suivi ses victimes dans des lieux abandonnés, utilisant la peur et la solitude pour exercer son contrôle. L'histoire se répétait, mais avec un modernisme qui faisait froid dans le dos. Cette fois, la caméra oubliée, le carnet, les codes, tout témoignait d'une intelligence et d'une planification redoutables. Un jour, un indice anodin changea radicalement la direction de l'enquête. En interrogeant un employé ancien de la gare, les enquêteurs découvrirent que l'homme avait été vu plusieurs fois, longtemps avant la disparition de Marie, explorant les tunnels et les sous-sols. Personne ne l'avait considéré comme une menace, pensant qu'il s'agissait simplement d'un passionné de bâtiments anciens ou d'un marginal. Mais lorsqu'ils combinèrent ces témoignages avec les mouvements captés par les caméras, la logique devenait implacable. Il connaissait la gare comme sa poche, savait où se trouvaient les angles morts et comment disparaître à volonté. Le danger avait toujours été là, invisible mais palpable, attendant le moment opportun. Le carnet de Marie, une fois analysé plus en profondeur, révéla également des notes personnelles, des réflexions sur son cours d'histoire et des pensées sur sa routine quotidienne. L'homme avait probablement étudié ses habitudes, les utilisant pour prévoir ses déplacements et orchestrer sa disparition. C'était une intrusion dans l'intimité, une violation de la vie privée portée à l'extrême et qui ajoutait à l'angoisse de ceux qui cherchaient la vérité. La ville entière commençait à ressentir l'ombre de cette présence invisible. Chaque recoin de la gare, chaque passage souterrain devenait suspect, chaque silence de la nuit semblait chargé d'une menace. Puis vint un élément décisif qui changea la donne. Une vieille caméra domestique, appartenant à un voisin, avait enregistré la silhouette de l'homme transportant un sac identique à celui trouvé près de Marie, le tout quelques heures avant sa disparition. La vidéo montrait l'homme avec une précision effrayante, son allure, sa démarche, la manière dont il observait les environs avant de disparaître. Cette fois, l'ombre ne pouvait plus être ignorée. Elle avait une forme, un visage possible et une trajectoire que les enquêteurs pouvaient suivre. Le jeu de cache-cache mental qu'ils menaient prenait fin, mais seulement à travers l'assemblage minutieux de preuves disparates. L'équipe décida de reconstituer le parcours complet de Marie cette journée-là. Chaque seconde, chaque mouvement fut cartographié, chaque passage de porte noté, chaque angle de caméra analysé. L'objectif n'était pas seulement de comprendre où elle avait été, mais d'anticiper où l'homme pourrait encore agir, et comment il avait orchestré toute la disparition. La tension atteignit des sommets. Chaque image, chaque détail devenait vital pour saisir l'ampleur du plan et pour approcher de la vérité finale. Les semaines suivantes furent consacrées à une chasse aux indices presque obsessionnels. Les enquêteurs examinaient chaque tunnel, chaque pièce verrouillée, chaque recoin de la gare. Les traces d'empreintes, les marques de pas sur le sol poussiéreux, même l'usure des murs devinrent des éléments essentiels. L'homme semblait anticiper leurs actions, disparaissant toujours avant que quelqu'un n'ait le temps de l'atteindre. Mais chaque erreur, aussi minime soit-elle, laissait une marque, un indice suffisant pour reconstruire peu à peu le scénario. L'angoisse psychologique s'accentua. Les enquêteurs, plongés dans l'obscurité et les secrets de la vieille gare, commencèrent à ressentir l'effet de l'espace lui-même, comme si la bâtisse avait absorbé la peur, la trahison et le silence des années passées. La disparition de Marie n'était plus seulement un crime, mais une énigme qui testait la résilience humaine, la patience et l'ingéniosité de ceux qui cherchaient à rétablir la vérité. Chaque découverte, chaque détail les rapprochait de la résolution, mais la peur de l'invisible, de l'homme dans l'ombre, restait omniprésente, palpable dans chaque couloir silencieux. Alors que les jours se succédaient, chaque recoin de la gare semblait murmurer des secrets oubliés, et l'ombre de l'homme, invisible mais présente, pesait sur chaque décision. Les enquêteurs savaient que pour résoudre cette énigme, ils devaient comprendre non seulement les gestes de Marie, mais aussi la logique tordue de son poursuivant. Les images des caméras oubliées furent à nouveau scrutées, cette fois avec une attention quasi obsessionnelle. La lumière vacillante révélait des détails que l'on n'avait jamais vus auparavant. Un mouvement de main furtif, un regard jeté par-dessus l'épaule, un sac déplacé à peine perceptible.
Chaque micro-gesture devenait un indice vital, un fil ténu reliant la victime à son prédateur et les enquêteurs à la vérité. Les recherches dans les archives révélèrent une série de disparitions anciennes, longtemps considérées comme isolées. Des étudiants, des promeneurs, des individus solitaires, tous semblaient avoir croisé, consciemment ou non, l'ombre de la gare. La similitude des profils, des méthodes et des lieux n'était plus une coïncidence. L'homme opérant dans l'ombre était méthodique, répétitif, presque rituel. Les enquêteurs commencèrent à assembler une chronologie qui s'étendait sur plusieurs années, découvrant que chaque incident avait été soigneusement préparé, chaque indice laissé intentionnellement pour créer un labyrinthe presque insoluble. La patience du criminel défiait la logique. Et pourtant, la persistance de l'équipe d'investigation finissait par révéler le motif caché derrière chaque geste. Une découverte inattendue survint lorsque les enquêteurs analysèrent les communications numériques du quartier. Bien que la technologie de l'époque fût rudimentaire comparée aux standards actuels, quelques lignes de discussion anonymes mentionnaient des mouvements suspects dans la vieille gare. Ces traces, oubliées ou ignorées à l'époque, révélèrent que l'homme avait non seulement planifié la disparition de Marie, mais qu'il avait aussi observé ses mouvements en amont, anticipant ses trajets quotidiens et ses interactions sociales. Chaque message, chaque commentaire anodin devenait un écho du plan minutieux qui se déployait dans l'ombre. Les psychologues criminels, consultés à nouveau, insistèrent sur la complexité du profil. Le prédateur était non seulement intelligent et patient, mais aussi capable d'une manipulation subtile de l'espace et des comportements humains. Il connaissait les habitudes de Marie mieux qu'elle-même, exploitant ses routines pour la conduire vers des zones isolées de la gare. La tension psychologique se mêlait à l'angoisse logistique. Comprendre son raisonnement, anticiper ses prochains gestes, tout en gardant la certitude que chaque erreur pouvait compromettre la vie de la victime. Le temps devenait un adversaire autant qu'un allié. Puis vint un élément qui fit basculer l'enquête. Un carnet supplémentaire, retrouvé dans un placard abandonné de la gare, contenait des notes codées, des schémas de la gare, des annotations sur les horaires de passage et des observations détaillées sur le comportement des personnes fréquentant le lieu. Le suspect avait planifié l'opération avec une précision chirurgicale, chaque mouvement calculé pour éviter la détection. Les enquêteurs comprirent que la caméra oubliée n'avait pas seulement enregistré Marie, mais avait capturé l'art de la dissimulation du criminel, révélant ses stratégies invisibles aux yeux du monde. La tension monta encore lorsqu'une reconstitution partielle du parcours de Marie fut effectuée. Les enquêteurs suivirent ses pas depuis le point d'entrée de la gare jusqu'aux tunnels obscurs où l'homme semblait l'attendre. Chaque angle mort, chaque escalier secondaire, chaque passage verrouillé devenait un théâtre de vérification. Les empreintes, les objets déplacés, les traces de frottement sur le sol poussiéreux étaient analysées avec une minutie extrême. Le prédateur, bien que toujours invisible, laissait derrière lui des indices quasi imperceptibles, des fragments de vérité qui se transformaient en cartes pour guider les enquêteurs vers le cœur du mystère. Un autre témoignage crucial apparut. Un employé retraité de la gare se souvenait avoir vu une silhouette étrange, observant attentivement un passage spécifique où Marie avait été filmée. Ce détail, apparemment banal, confirmait les suspicions des enquêteurs. L'homme connaissait parfaitement les lieux et avait planifié sa rencontre avec Marie pour qu'aucune intervention extérieure ne soit possible. L'ombre qui hantait les images prenait désormais corps dans la réalité et la peur qu'elle inspirait devenait tangible. Les analyses combinées, vidéos, témoignages, indices physiques et notes codées commencèrent à dessiner un profil détaillé de l'homme. Il était méthodique, intelligent, capable de patience extrême et d'une manipulation psychologique raffinée. Chaque geste de Marie avait été anticipé. Chaque recoin exploré par l'homme avait été choisi pour maximiser son contrôle et son invisibilité. La complexité du plan révélait une conscience criminelle presque artistique, un équilibre terrifiant entre logique, obsession et manipulation psychologique. C'est à ce moment que l'équipe d'investigation découvrit un passage caché, un tunnel oublié sous la gare, correspondant parfaitement à l'itinéraire codé dans le carnet. L'exploration de ce tunnel révéla des indices supplémentaires. Des objets personnels de Marie, des traces d'activités récentes et des preuves tangibles que l'homme avait utilisé cet espace pour observer et contrôler la situation. L'angoisse se mêlait à la fascination. Le plan de l'homme n'était pas seulement criminel, il était presque une démonstration de maîtrise totale de l'espace et du temps, transformant la gare en un labyrinthe psychologique où chaque pas pouvait être fatal.
Les enquêteurs comprirent alors l'ampleur de la manipulation. Chaque indice, chaque objet laissé derrière, chaque mouvement enregistré par la caméra faisait partie d'un jeu élaboré, un défi silencieux lancé à ceux qui cherchaient à comprendre la vérité. L'homme dans l'ombre n'était pas seulement un prédateur, il était un maître du contrôle et de la dissimulation, utilisant la peur, l'espace et la psychologie pour orchestrer la disparition de Marie avec une précision effrayante. La découverte du tunnel oublié sous la gare transforma l'enquête en une course contre le temps et contre l'ingéniosité du suspect. Chaque pas à l'intérieur de ce couloir étroit, chaque recoin examiné, révélait des traces subtiles de la présence de Marie et de l'homme qui la traquait. Les murs, couverts de poussière et de graffitis anciens, portaient des indices presque imperceptibles, des éraflures sur le sol, des empreintes partielles, des objets déplacés, et une atmosphère qui semblait chargée de l'angoisse et de la peur de la victime. L'équipe d'investigation comprit que chaque détail était intentionnel, une signature de la manipulation méthodique du prédateur. L'obsession des enquêteurs pour la précision des mouvements de l'homme et de Marie devint totale. Les images des caméras, les notes codées et les témoignages furent combinés pour créer une reconstruction quasi tridimensionnelle du parcours de la jeune étudiante. Chaque instant de la vidéo fut scruté au ralenti, chaque micro-mouvement analysé. La position des mains, la direction du regard, la posture, tout était mis en perspective pour reconstituer la logique implacable de l'agresseur. Cette méthode scientifique appliquée à une situation si intime et tragique rendait l'atmosphère oppressante, presque tangible. L'équipe commença à étudier la personnalité probable du suspect avec une précision effrayante. L'homme semblait capable d'une anticipation quasi prophétique. Il connaissait les réactions humaines, les chemins possibles, et pouvait manipuler la perception de ceux qui tentèrent de le suivre. Le profil psychologique révélait une personne méthodique, avec une intelligence hors norme et un besoin de contrôle absolu. Les psychologues insistèrent sur le fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un crime, mais d'une démonstration de domination, un jeu où chaque geste était calculé pour instiller la peur et la confusion. Alors que les investigations progressaient, une découverte capitale survint. Un sac contenant des objets personnels de Marie fut retrouvé dans un recoin presque inaccessible du tunnel. Parmi eux, des cahiers, des livres et un téléphone portable éteint. La présence de ces objets confirmait que l'étudiante avait été conduite dans un espace précis, choisi pour sa capacité à isoler, et qu'elle avait été surveillée avec une minutie extrême. Chaque objet devint un témoin silencieux, témoignant de la stratégie minutieuse du criminel et du calvaire que Marie avait subi. L'analyse des communications du suspect permit également de révéler son mode opératoire. Même avec des technologies rudimentaires, ses actions démontraient une anticipation complète. Il savait quels espaces étaient surveillés, où la lumière pouvait révéler ou masquer ses mouvements, et comment chaque indice pouvait être utilisé pour créer un labyrinthe psychologique pour les enquêteurs. Chaque détail, même minime, était intentionnel et révélateur. La gare elle-même devenait un personnage, un terrain de contrôle où chaque ombre, chaque passage, chaque silence servait la logique de l'homme dans l'ombre. La pression psychologique sur l'équipe d'investigation atteignit son paroxysme. Les jours se succédaient sans repos, chaque nuit étant hantée par les images de la caméra oubliée et les possibles erreurs commises par le prédateur. L'angoisse devenait presque physique, un poids sur les épaules des policiers, chaque respiration rappelant l'urgence de trouver Marie et de comprendre la logique de l'homme qui l'avait piégée. La ville entière semblait retenir son souffle, consciente que cette enquête n'était pas seulement une recherche de vérité, mais un affrontement avec une intelligence dangereusement méthodique. Puis vint l'élément qui transforma définitivement la compréhension de l'affaire. Une analyse approfondie des vidéos révéla un détail qui avait échappé à tous. L'homme manipulait non seulement l'espace, mais aussi la perception du temps. Les mouvements de Marie semblaient ralentis à certains moments, accélérés à d'autres, non pas à cause de la caméra, mais parce qu'il choisissait ses interactions de manière à créer un rythme, une tension psychologique qui déstabilisait la victime et ceux qui tentaient de la suivre. Cette maîtrise du temps et de l'espace démontrait une planification hors norme, un contrôle total sur la situation et un danger encore plus grand que prévu. Les enquêteurs mirent en place des simulations pour anticiper les prochaines actions du suspect. Chaque passage de la gare fut revisité, chaque angle mort testé, chaque possible échappatoire envisagé. L'objectif n'était pas seulement de comprendre le parcours de Marie, mais aussi de prévoir les mouvements du criminel et de l'intercepter avant qu'il ne disparaisse à nouveau.
La complexité de l'affaire atteignait un niveau quasi cinématographique. Chaque détail, chaque indice, chaque geste de la victime et du suspect devenait une pièce d'un puzzle invisible que seule l'observation rigoureuse pouvait révéler. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, une stratégie d'intervention fut mise en place. L'équipe savait qu'ils avaient peu de temps pour agir et qu'une erreur pouvait être fatale. Chaque membre de l'équipe était conscient de l'enjeu. Retrouver Marie, comprendre la logique de l'homme et enfin mettre fin à ce jeu de l'ombre qui durait depuis trop longtemps. La tension était palpable, chaque souffle, chaque regard, chaque pas calculé avec précision, dans une atmosphère où le danger semblait omniprésent. Le tunnel oublié, le carnet codé, la caméra oubliée et les objets personnels de Marie formaient désormais une carte complète de l'opération du suspect. Chaque indice était relié à un autre, chaque mouvement prévu et documenté. La convergence de toutes ces preuves permettait d'établir un plan précis pour atteindre la vérité. Et dans cette convergence, l'équipe d'investigation comprit que la résolution de l'affaire ne serait pas seulement un triomphe de la logique et de la persévérance, mais aussi un affrontement avec l'ombre de l'humanité, avec la capacité de certains à manipuler, contrôler et détruire. La nuit tombait sur la vieille gare, et l'atmosphère devenait presque tangible, lourde de secrets et de peur. L'équipe d'investigation, armée de toutes les informations recueillies jusqu'ici, pénétra à nouveau dans les tunnels oubliés, là où chaque écho semblait résonner comme un avertissement. Le chemin tracé par les indices du carnet codé guidait leurs pas, et chaque objet retrouvé, cahier froissé, page arrachée, empreinte à peine visible, devenait une preuve silencieuse, un témoin muet de la trajectoire de Marie et de la présence du prédateur. La tension était telle que même le souffle des enquêteurs semblait résonner dans le vide des tunnels. Chaque coin de la gare semblait receler des pièges, chaque escalier conduisait à un choix potentiel, chaque ombre pouvait masquer l'homme qui avait orchestré toute cette disparition. Les enquêteurs progressaient avec prudence, conscients que la moindre erreur pouvait effacer des preuves, ou pire, provoquer une confrontation inattendue. Pourtant, chaque pas rapprochait la vérité, chaque mouvement révélait la logique implacable du suspect et la méthode avec laquelle il avait manipulé l'espace et le temps pour isoler Marie. Puis un bruit subtil attira leur attention. Un frôlement sur le sol poussiéreux, un souffle retenu, comme si la gare elle-même retenait son souffle. L'équipe s'immobilisa, le cœur battant, consciente que la moindre impulsion pouvait tout compromettre. Et là, à quelques mètres, dans l'obscurité, apparut une silhouette fragile, recroquevillée, mais vivante, Marie. Les émotions se mêlaient à l'adrénaline, joie intense, soulagement, mais aussi terreur de l'homme qui l'avait tenue captive et qui pouvait encore surgir à tout instant. La présence de Marie, réelle et tangible, transforma l'atmosphère. La peur se mêlait à un sentiment d'urgence et de détermination. L'examen de la scène révéla immédiatement les détails de l'ingéniosité du suspect. Chaque obstacle, chaque passage étroit, chaque angle mort avait été exploité pour contrôler le mouvement de la victime et réduire ses chances d'évasion. Les objets personnels dispersés témoignaient d'une surveillance méthodique, presque obsessionnelle. L'équipe comprit que l'homme avait planifié chaque étape avec une précision effrayante, utilisant les connaissances de la structure de la gare pour créer un piège presque parfait, où la survie de Marie dépendait de l'observation attentive et de la perspicacité des enquêteurs. Les premiers mots échangés avec Marie furent fragiles, hésitants, marqués par la peur et l'épuisement. Elle racontait des fragments de ce qu'elle avait vécu, chaque souvenir ponctué de silence, comme si la peur persistait encore en elle. Ces paroles furent analysées par les psychologues sur place, qui commencèrent à comprendre l'étendue de la manipulation psychologique exercée par l'homme. Chaque instant passé dans l'ombre, chaque mouvement observé, avait été une méthode pour instiller l'angoisse et l'obéissance. Et la jeune étudiante avait survécu grâce à un mélange de courage et d'intuition instinctive. Parallèlement, l'équipe commença à cerner la personnalité et les habitudes du suspect, avec une précision inédite. Les notes codées, les vidéos et les indices physiques convergeaient vers un schéma identifiable. L'homme avait une routine, des repères fixes et une méthode répétitive qui pouvait être anticipée. Les enquêteurs utilisèrent ces informations pour élaborer une stratégie visant à localiser et intercepter le criminel avant qu'il ne tente une nouvelle action. La ville entière semblait suspendue à cette attente, consciente que l'ombre qui avait hanté la gare pouvait encore être présente. L'exploration des tunnels permit également de découvrir un espace caché, utilisé par le suspect pour observer sans être vu. Là, des objets laissés intentionnellement fournissaient des indices sur son état d'esprit, ses intentions et sa manière de manipuler Marie.
Chaque détail révélait un équilibre complexe entre contrôle psychologique, planification et patience extrême. Les enquêteurs comprirent que cette disparition n'était pas le fruit du hasard. Chaque mouvement de l'homme était calculé pour maximiser la peur et réduire les chances de fuite. La confrontation avec le suspect devint alors une question de temps et de stratégie. L'équipe savait où il pouvait se trouver, mais savait aussi que la moindre erreur pouvait compromettre la sécurité de Marie et de tous ceux impliqués. Chaque décision était pesée, chaque mouvement anticipé, car le criminel avait montré à travers ses actions une intelligence et une méthode qui rendaient la situation dangereuse et imprévisible. La tension atteignait son paroxysme, chaque souffle, chaque pas, chaque regard pesait sur l'atmosphère comme une menace invisible. Puis, un détail crucial fit basculer la situation. Une caméra oubliée dans un couloir secondaire, récemment retrouvée par hasard, montrait l'homme quittant précipitamment un endroit précis, portant des objets identifiés comme appartenant à Marie. La séquence confirmait non seulement sa présence, mais aussi sa trajectoire, permettant à l'équipe de planifier une interception efficace. Les jours d'incertitude et de tension, les heures de surveillance et d'analyse minutieuse convergèrent vers ce moment. Chaque indice, chaque preuve, chaque observation servait désormais à un objectif précis: la capture du suspect et la protection de Marie. Le plan d'action fut exécuté avec une précision militaire. Les forces de l'ordre coordonnèrent leurs mouvements avec l'assurance que chaque recoin, chaque angle mort, chaque issue potentielle était couvert. L'ombre qui avait orchestré cette disparition depuis si longtemps se retrouvait désormais dans un environnement où la logique et la persévérance des enquêteurs dominaient. L'angoisse et la peur laissèrent place à la détermination, et la gare, théâtre de l'obsession du criminel, devint le lieu où justice et vérité allaient enfin converger. Le moment tant attendu arriva. L'homme, qui avait si longtemps orchestré chaque mouvement dans l'ombre, se retrouva confronté à la réalité tangible. L'équipe d'investigation connaissait ses habitudes, sa trajectoire et sa logique. Les tunnels sombres, les couloirs étroits et les passages secrets qu'il avait si soigneusement choisis pour exercer son contrôle devinrent désormais un piège pour lui. Chaque respiration, chaque pas, chaque regard fut analysé, anticipé par ceux qui avaient passé des semaines à étudier sa méthode, sa stratégie et sa psychologie. L'ombre de la peur qu'il avait imposée à Marie commençait à se dissiper sous le poids de la détermination implacable de la police. Les premières confrontations furent silencieuses, tendues, presque irréelles. L'homme réalisait progressivement que son pouvoir et sa maîtrise de l'espace avaient des limites. Chaque mouvement de sa part était calculé, mais il se heurta à une précision et une anticipation qu'il n'avait pas prévues. La tension psychologique atteignait son paroxysme. La peur, le contrôle, la manipulation mentale qu'il avait exercée pendant des semaines commençaient à se retourner contre lui. Les enquêteurs observaient attentivement, prêts à intervenir à la moindre erreur. Le temps, jusqu'alors suspendu dans l'angoisse et la confusion, reprenait son cours avec une logique implacable. Marie, elle-même, joua un rôle clé dans cette confrontation. Malgré l'épuisement, la peur et les traumatismes subis, elle retrouva une force intérieure qu'elle ignorait posséder. Ses mouvements, ses gestes et ses paroles devinrent des repères pour l'équipe, guidant leurs décisions et leurs actions. L'homme, qui avait exploité sa vulnérabilité pour maintenir le contrôle, se retrouva face à une détermination inattendue. Chaque hésitation, chaque geste hésitant de sa part fut interprété, anticipé et neutralisé par ceux qui avaient étudié son plan avec minutie. L'intensité de la confrontation augmenta lorsque l'homme tenta de fuir à travers un passage qu'il croyait secret. Mais la coordination des forces, la compréhension détaillée de ses habitudes et la présence de Marie transformèrent ce qui devait être une échappatoire en impasse. La tension devint presque palpable, chaque instant chargé d'adrénaline, chaque mouvement crucial. L'homme, autrefois maître de l'espace et du temps, se retrouva soumis à la logique et à la persévérance des enquêteurs, et pour la première fois, il ressentit la peur qu'il avait si longtemps imposée. La capture fut le résultat d'une planification minutieuse, d'une observation constante et d'une anticipation parfaite des réactions du suspect. L'homme fut maîtrisé, ses gestes entravés, et la vérité, longtemps cachée dans l'ombre de la gare, commença à émerger avec clarté. Les enquêteurs purent enfin comprendre l'étendue de sa manipulation. Chaque détail, chaque objet, chaque mouvement avait été orchestré pour créer un labyrinthe psychologique dont Marie était la victime involontaire.
La précision et la patience de l'homme avaient été impressionnantes, mais l'obstination, l'intelligence et l'humanité des enquêteurs avaient prévalu. Alors que l'homme était emmené, les enquêteurs se concentrèrent sur Marie, évaluant son état physique et psychologique. Les heures passées dans les tunnels, sous contrôle et sous peur constante, avaient laissé des traces. Mais sa force, son intuition et son courage avaient été essentiels pour permettre sa survie et, finalement, pour guider l'équipe vers la capture de son ravisseur. L'interaction entre Marie et les enquêteurs permit également de comprendre certains aspects du comportement du suspect, ses motivations, ses méthodes et ses schémas répétitifs. L'examen final du lieu révéla encore quelques indices supplémentaires, des détails que l'homme n'avait pas anticipés, des traces laissées dans des passages qu'il pensait parfaitement cachés, des objets déplacés avec imprécision et des signes qu'il avait sous-estimé la perspicacité de ceux qui cherchaient la vérité. Chaque élément contribua à dresser un tableau complet de l'opération du suspect, de sa psychologie et de la dynamique qui avait conduit à la disparition de Marie. L'ensemble formait un récit détaillé et implacable de contrôle, de manipulation et de survie, éclairé par la patience et l'intelligence des enquêteurs. La tension se transforma progressivement en soulagement et en réflexion. La gare, autrefois théâtre de la peur et de la manipulation, retrouva un silence chargé de mémoire et de conséquences. Marie, bien que traumatisée, était enfin libérée, et l'homme qui avait orchestré sa disparition se retrouvait confronté à la justice. La convergence des preuves, de l'observation, de l'intuition et de la persévérance permit de révéler la vérité, mettant fin à l'angoisse et à l'incertitude qui avaient régné pendant des semaines. Les dernières images des tunnels, des caméras et des objets retrouvés servirent de témoignages silencieux. Elles racontaient non seulement l'histoire de la disparition de Marie, mais aussi celle de la capacité humaine à observer, à comprendre et à réagir face à la manipulation et au danger. Chaque pas, chaque geste et chaque indice, réunis avec patience et détermination, avaient permis de transformer un acte de contrôle et de peur en une leçon de résilience et de justice. Et tandis que la nuit s'installait à nouveau sur la vieille gare, l'histoire de Marie et de l'homme dans l'ombre laissait derrière elle un mélange de soulagement, de réflexion et de vertige moral. La justice avait prévalu, mais les traces de l'angoisse et de la manipulation persistaient, rappelant à tous que la vigilance, l'observation et la détermination restent des armes indispensables face à ceux qui exploitent l'ombre pour contrôler et terrifier. Le silence s'installa progressivement dans les tunnels de la vieille gare, un silence chargé de mémoire, de peur et de résilience. Marie, enfin libérée de l'ombre qui l'avait traquée, pouvait respirer. Chaque respiration était un rappel de sa survie, de sa force intérieure et de la persévérance implacable des enquêteurs qui avaient suivi les fragments de vérité jusque dans les recoins oubliés de la ville. Le suspect, désormais sous le poids de la loi, était confronté à ses actes, à l'accumulation des preuves et à la logique implacable de ceux qui avaient refusé de laisser l'ombre l'emporter. L'examen final de la scène révéla encore quelques détails qui éclairaient l'ampleur de la manipulation. Des objets disposés avec une précision méthodique, des traces d'observation minutieuses et des notes presque imperceptibles dans le carnet codé racontaient l'histoire d'un individu obsédé par le contrôle et le pouvoir psychologique. Mais ce récit, bien qu'effrayant, soulignait aussi la ténacité humaine. Chaque micro-indice récupéré, chaque image analysée, chaque témoignage intégré avait permis de déjouer la stratégie calculée d'un prédateur qui croyait dominer le temps, l'espace et les esprits. Pour Marie, le retour à la lumière n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique. Ses expériences dans l'ombre, la peur, la manipulation et l'isolement avaient laissé des cicatrices, mais elles avaient aussi révélé sa capacité à résister, à observer, à comprendre et à agir. Son courage et sa vigilance avaient été essentiels pour guider les enquêteurs, transformant ce qui aurait pu rester une tragédie sans solution en un triomphe de perspicacité, de patience et de résilience. La ville entière, qui avait retenu son souffle pendant ces semaines, pouvait désormais respirer à nouveau, consciente que la vérité et la justice avaient prévalu sur l'ombre et la peur. L'enquête, à présent close, permit également de tirer des leçons plus larges. La disparition de Marie n'était pas un incident isolé, mais un rappel de la fragilité humaine, de la manière dont l'espace et la psychologie peuvent être exploités par ceux qui cherchent à contrôler et à manipuler. Les tunnels, les couloirs et les caméras oubliées devinrent des témoins silencieux d'une réalité complexe. Chaque acte de violence, chaque manipulation laisse des traces, invisibles mais présentes,
qui peuvent être décryptés par ceux qui ont la patience et la détermination de chercher la vérité. Le visage du suspect, autrefois invisible dans l'ombre, fut désormais exposé à la lumière de la justice. Sa capture ne représentait pas seulement la fin d'un acte criminel, mais aussi la révélation d'un équilibre fragile entre l'ombre et la vigilance, entre le contrôle et la liberté. L'histoire de Marie et de son ravisseur devint un témoignage de la complexité de l'âme humaine, de la manière dont la peur peut être imposée, mais aussi de la puissance de la persévérance, de l'intuition et du courage. Les dernières images des tunnels, des caméras et des objets récupérés racontaient une histoire complète. Celle d'une étudiante qui avait survécu, d'une équipe qui avait refusé de céder à l'incertitude et d'un individu dont la maîtrise de la peur et de l'espace avait été confrontée à l'intelligence, à l'observation et à la détermination humaine. La convergence de ces éléments offrait un récit à la fois tragique et profondément humain, où la justice et la vérité triomphaient, mais où le souvenir de l'angoisse et de l'ombre restait gravé dans la mémoire collective. Alors que l'aube se levait sur la vieille gare, la lumière pénétrait dans les tunnels, révélant enfin la totalité du lieu qui avait été le théâtre de tant de peur et de manipulation. Marie pouvait marcher librement, guidée par ceux qui avaient suivi chaque indice, chaque ombre, chaque souffle de sa captivité. Les policiers, psychologues et experts avaient mené une enquête exemplaire, transformant une série de fragments, de codes et de caméras oubliés en un récit cohérent, une victoire de la raison et de l'humanité sur la peur et la manipulation. Le récit se termina sur une note à la fois douce amère et contemplative. La disparition avait révélé les aspects les plus sombres de la nature humaine, mais elle avait également montré la force, la résilience et la perspicacité de ceux qui refusent de céder à l'ombre. La gare, témoin silencieux de cette tragédie, retrouvait son calme, mais la mémoire de ce qui s'était passé resterait à jamais gravée dans ses murs et dans la conscience de tous. La justice avait été rendue, la vérité révélée, mais le récit continuait à résonner comme un avertissement et une leçon sur la vigilance, le courage et la force humaine face à l'invisible.